les nuits de France Culture, jusqu'à 6 h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Une vie, une œuvre, Hannah Arendt, par Pascal Werner, auteur d'une œuvre considérable, Les origines du totalitarisme, 1951, La condition de l'homme moderne, 1961, Eichmann à Jérusalem, 1965. Hannah Arendt a théorisé à partir d'une chose qui n'aurait jamais dû arriver. La solution finale de Hitler contre les Juifs. Elle a pris en compte le fait que des régimes totalitaires pouvaient édicter un droit de tuer, effectuer un renversement des valeurs du bien et du mal contre les interdits religieux, moraux, la raison, la philosophie, celle des Lumières, le droit. Elle a voulu comprendre, disait-elle, un effondrement moral que les nazis provoquèrent dans la société européenne respectable, non seulement en Allemagne, mais dans presque tous les pays, et non seulement chez les tortionnaires, mais aussi chez les victimes, écrit-elle dans Eichmann à Jérusalem. La thèse qu'elle a élaborée lors du procès de Adolf Eichmann est la banalité du mal. Une foule d'exécutants ayant abdiqué l'exercice de la pensée et le jugement moral servent un ordre criminel en toutes sortes d'appareils dont ils sont les fonctionnaires. Ces exécutants font beaucoup plus de mal encore, car sans eux, les idéologues et les dictateurs ne pourraient rien faire. Une vie, une œuvre. Hannah Arendt, Un monde en partage, par Pascal Werner. Réalisation Jean-Claude Loiseau. C'est grâce à vous que j'ai lu Hannah Arendt, parce que vous m'en avez parlé pendant très longtemps, depuis à peu près 10 ans. Et la découverte d'un auteur, ça passe toujours par quelqu'un. Pour vous, c'est passé par qui? Par personne. C'est passé par la librairie Maspero en 1968. Je me rappelle que je suis rentrée et que j'ai vu sur un rayon un titre qui m'a semblé adéquat à l'esprit du temps, et c'est sur la Révolution. Blandine Barrec-Riegel. Et je crois qu'avec le livre de William Shirer sur le Troisième Reich, que j'ai lu également en 68, ce sont les deux livres certainement qui m'ont le plus marqué à cette époque-là. Parce qu'ils étaient absolument opposés au courant dominant de l'esprit du temps, et qu'en même temps, il me semblait l'un et l'autre parler fondamentalement de ce à quoi nous étions affrontés. Et vous avez tout de suite adopté Hannah Arendt? Elle est rentrée dans votre univers politique ou dans votre univers de réflexion tout de suite? Non, je ne dirais pas ça, mais j'ai été extraordinairement frappée par une manière de prendre les problèmes de philosophie politique, ou plus exactement, disons, la question du développement politique, la question de la démocratie et de l'opposition qu'il y avait entre le développement politique européen et le développement politique américain, qui était à des années-lumière de ce qu'on nous enseignait ici. Et c'est ça qui m'a énormément frappée, parce que, si on se rappelle ce qu'étaient les idées dominantes dans les années 70, eh bien, c'était essentiellement, disons, une approche qui était celle des sciences sociales et une analyse des phénomènes politiques à travers
l'interprétation et l'influence des phénomènes économiques, sociaux sur les phénomènes politiques. Or, ce qui était très frappant, très étonnant pour moi dans le livre d'Arendt, c'est qu'elle traitait le problème de la Révolution américaine et de la Révolution française comme des problèmes essentiellement politiques. Puis alors, autre chose qui m'a également beaucoup frappée et fascinée, au point que j'ai voulu d'ailleurs lui écrire, je ne l'ai pas fait. Ah oui. Ce qui m'a fascinée, c'est son aplomb brutal, oui. la manière presque barbare et en même temps extraordinairement forte qu'elle avait de traiter directement les questions. J'ai eu le sentiment, dans l'opposition qu'elle traçait entre la Révolution française et la Révolution américaine, qu'elle était dans le vrai, qu'elle disait quelque chose de très fort sur l'opposition des deux révolutions, qui est resté. Ce qui m'a toujours frappé chez cette femme extrêmement impérieuse dans sa pensée, impériale dans son comportement, qui connaissait sa valeur, qui en était consciente et qui n'était pas empreinte de fausse humilité, c'était une très grande simplicité, un humour et un sens du comique très, très vif. Et en même temps, elle n'a pas organisé sa solitude ni sa célébrité. Et elle n'en jouait pas. Roger Herrera. S'il fallait non pas résumer, ce serait impossible ici, mais insister plus particulièrement sur 3 des dimensions de sa pensée, toutes 3 liées à l'histoire du XXe siècle et à son histoire personnelle. On pourrait dire qu'il y a eu le totalitarisme, il y a eu la condition des Juifs au XXe siècle, et il y a eu enfin ce qu'elle a observé de la société politique américaine dans les 30 dernières années de sa vie. New York, 24 juillet 1963. Cher Gerhardt, j'ai trouvé votre lettre en rentrant la semaine dernière. Vous savez ce qu'il en est quand on s'est absenté pendant 5 mois. Je vous écris au premier moment de tranquillité. Ma réponse peut donc n'être pas aussi étudiée que peut-être elle le devrait. Votre lettre contient certaines affirmations qui ne prêtent pas à controverse, parce qu'elles sont tout simplement fausses. Je voudrais traiter d'abord de celle-là pour que nous puissions ensuite passer aux questions qui méritent d'être discutées. Je ne suis pas de ces intellectuels issus de la gauche allemande. Vous pouviez l'ignorer puisque nous ne nous sommes pas connus dans notre jeunesse. C'est un fait dont je ne suis pas particulièrement fière et sur lequel j'éprouve quelque répugnance à insister, spécialement depuis que ce pays est entré dans l'époque du macartisme. Je n'ai pris conscience que bien tard de l'importance de Marx, parce que je ne m'intéressais dans ma jeunesse ni à l'histoire, ni à la politique. S'il faut que je sois venu de quelque part, c'est de la tradition philosophique allemande. En ce qui concerne une autre de vos affirmations, je ne puis malheureusement pas dire que vous ne connaissiez pas les faits. Je trouve intriguant que vous écriviez « Je vous considère comme une fille de notre peuple, une fille à part entière et rien d'autre. » La vérité
est que je n'ai jamais prétendu être autre chose, ni être autre que je ne suis, et je n'en ai même jamais éprouvé la tentation. C'est comme si l'on disait que j'étais un homme et non une femme, c'est-à-dire un propos insensé. Je sais évidemment qu'il y a un problème juif, mais ça n'a jamais été mon problème, même pas dans mon enfance. J'ai toujours considéré ma judéité comme une des données réelles et indiscutables de ma vie, et je n'ai jamais souhaité changer ou désavouer des faits de ce genre. Il existe une sorte de gratitude fondamentale pour tout ce qui est comme il est, pour tout ce qui a été donné et n'a pas été, ne pouvait pas être fait. Hannah Arendt. Moi, la première chose que je trouve frappante dans le cas d'Hannah Arendt, les deux choses qui me semblent importantes, c'est d'abord, comment dire, que c'est une femme qui a été au centre du centre, au cœur du cœur des grandes catastrophes du XXe siècle. Et alors, bon, ce sont des choses que j'ai découvertes plus tard, mais ça me semble la chose la plus importante dans ce qui la concerne. Et par conséquent, l'aspect biographique d'Hannah Arendt, et bien que ce soit une femme qui ait peu écrit sur sa biographie, qui est restée extrêmement discrète parce qu'elle est un penseur, parce que pour elle, l'activité de réflexion a été l'activité fondamentale de sa vie. Mais ça me semble un point très, très important. J'aimerais en dire quelques mots. Elle est née en 1906, c'est-à-dire qu'elle est née avant 14. Elle est encore, n'est-ce pas, de ce moment. Elle est née à Hanovre, chacun le sait, elle a vécu à Königsberg, mais elle est encore de ce moment de l'Europe d'avant 14 qui, à mon sens, est ce que l'Europe a connu, certainement, du point de vue de son développement culturel et son développement de civilisation, le point le plus avancé. Et en même temps, cette Europe centrale, elle a connu les développements les plus affreux, les plus pathologiques, et des points d'arriération horribles, n'est-ce pas, et en particulier à travers l'expérience du nazisme qu'a connu Hannah Arendt. Alors, je crois que cet enracinement biographique est certainement important pour faire d'elle ce qu'elle a été. C'est-à-dire qu'il me semble que Hannah Arendt a vécu personnellement une des grandes épreuves du XXe siècle, qui est la confrontation du développement politique européen et du judaïsme. Et c'est pour ça que je crois que les questions qu'elle aborde, qui sont les questions du développement politique, ce sont des questions qui restent encore ouvertes. Il me semble que la pensée d'Hannah Arendt est une très grande pensée, et qu'elle sera encore une très grande pensée certainement jusqu'à la fin du XXe siècle, parce qu'elle pose une série de problèmes qui pour l'instant ne sont pas résolus, qu'elle a eu le mérite de les affronter. Manuel pour habitants des villes, Bertolt Brecht. Nous ne voulons pas quitter ta maison, nous ne voulons pas démolir ton poêle, nous voulons y poser la casserole. Maison, poêle et casserole peuvent rester en place. Toi, tu dois disparaître, comme dans le ciel, la fumée que personne ne retient. Si tu veux t'accrocher à nous, nous partirons. Si ta femme pleure, nous enfonçons nos chapeaux sous les yeux. Mais s'ils viennent te chercher, nous te montrerons du doigt, en disant « ce doit être lui ». Nous ne savons pas ce qui peut venir et n'avons rien de mieux devant nous, mais nous ne voulons plus de toi. Tant que tu n'es pas parti, laisse-nous clore les rideaux afin que l'aube ne paraisse. Elle a été une étudiante en philosophie extrêmement brillante, reconnue précocement par ses professeurs, avec une formidable volonté de s'assimiler ce qu'il y avait de plus élevé dans la culture allemande et de réussir à l'intérieur de la société allemande. Et elle a pris comme une lame dans la figure, n'est-ce pas, l'évolution de la société allemande. Elle a vu le cyclone qui était en train de s'abattre, je dirais, assimilation et déracinement. Que c'est ça qui résume son rapport à la philosophie allemande. Alors,
Elle n'a jamais réglé son compte à l'ontologie d'Heidegger, à la phénoménologie de Husserl, à la philosophie de Jaspers. Elle est restée certainement prisonnière, comme dans des glaces, de cette philosophie. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est parce qu'elle-même, je crois, a eu le sentiment qu'elle n'a jamais réussi à élaborer une critique qui la satisfasse complètement de cette philosophie, qu'elle n'a jamais revendiqué le titre de philosophe. Elle a dit, n'est-ce pas, et répété, qu'elle ne faisait que de la théorie politique. Et alors, certainement, là c'est un nœud, le rapport d'Hannah Arendt à ses maîtres, à l'Allemagne, parce qu'elle a reçu le meilleur et elle a vécu le pire. Le meilleur du point de vue de la tradition culturelle, de la tradition spéculative, de la connaissance de la philosophie classique, de la philosophie des modernes, de la philosophie des anciens. Et le pire, parce qu'elle s'est trouvée dans l'œil du cyclone. Elle a été affrontée à la folie qui embrasait l'Allemagne. Permis aux villes de changer, mais toi, ça ne t'est pas permis. Nous voulons agir sur les pierres, mais toi, nous voulons te tuer. Il ne faut plus que tu vives. Quelques mensonges qu'on nous force à croire, toi, tu ne dois pas avoir existé. Il y a dans la revue Esprit un très bel entretien d'Hannah Arendt avec un journaliste allemand à qui elle a expliqué ce qui s'était passé dans les années 30. Et elle dit qu'elle a découvert à ce moment-là ce qu'était la trahison. Et que la trahison, ça n'était pas d'avoir des ennemis. Ça, elle l'avait deviné depuis le début, où elle raconte comment sa mère l'avait éduquée à réagir contre l'antisémitisme et partir de la classe si une élève était maltraitée. Mais ça, elle y était habituée. Et elle a dit, on comprend la trahison et l'hostilité du monde quand, non pas vos ennemis, mais vos propres amis font partie du cercle. Et les amis qui font partie du cercle, sans le nommer, elle parlait là de Heidegger, qu'elle avait non seulement écouté, mais qu'elle avait aimé, et qui avait signé ce texte d'adhésion au rectorat, le fameux texte de 1933, par lequel il montrait qu'il acceptait le régime nazi pour rester recteur de l'université. Oui, justement, elle a voulu faire très peu de commentaires sur ses aspects personnels, et en particulier sur le rejet atroce dont ont été victimes de la part de presque tous les intellectuels allemands, à quelques exceptions magnifiques près, comme celle de Thomas Mann, mais les juifs allemands. Elle a fait peu de commentaires, elle a essayé de penser ça, elle a changé de registre. Alors évidemment, dans ce refoulement du vécu, de ce qu'il peut avoir d'horrible, cette expérience de l'ostracisme généralisé, de l'exil, du devenir des juifs allemands comme parias, puisque c'est sa formule, il lui en est resté, je crois, quelque chose, et en particulier quelque chose d'impensé. Il y a quelque chose d'impensé dans le rapport d'Hannah Arendt à l'Allemagne, c'est qu'elle garde une dilection secrète pour l'Allemagne, une préférence pour l'Allemagne indiscutable, et que cette dilection fait, alors me semble-t-il, ça aura des conséquences sur sa réflexion de l'ensemble de l'évolution politique des pays européens. Elle est très injuste avec la France et l'Angleterre, et très injuste, mais très injuste en étant partiale avec l'Allemagne. Enfin, en France, elle a éprouvé évidemment ce qu'elle a réfléchi ensuite, c'est-à-dire le fractionnement, l'éclatement en clans de l'ensemble du peuple juif, et en clans à la fois séparés les uns des autres et hiérarchiquement séparés et distingués les uns des autres. Et alors elle en a gardé un très vif ressentiment qui se trahit de temps en temps. Mais encore une fois, ce qui me semble important, n'est-ce pas, dans le rapport d'Arendt à la question juive, qui est un autre, et au judaïsme, qui est un rapport un peu différent de celui qu'elle a entretenu avec le problème de l'évolution politique européenne, c'est que, on peut dire que c'est une chose qui l'a tellement atteinte personnellement, qu'il a éprouvée de façon tellement profonde, qu'elle a
un certain manque de distance avec cette question. Je dirais que, enfin, moi, il me semble que l'ensemble de la façon dont elle aborde les problèmes politiques européens est marqué par une certaine myopie. Il y a un bouger, il y a une myopie dans la pensée politique d'Arendt. Je veux dire que les choses sont vues, mais avec un certain flou. Et qu'à certains moments, elle voit les choses de trop loin. C'est pas comme si elle accommodait mal parce que elle est trop loin de son objet. Et c'est le cas, à mon avis, des problèmes du développement politique. Mais pour d'autres choses, elle accommode mal parce qu'elle est trop près. Et c'est le cas de son rapport au judaïsme. Mais ce qui m'a beaucoup frappé chez cette jeune femme, c'est que plus tard dans sa vie, elle rendra hommage à Rosa Luxembourg. Et que dans cet hommage à Rosa Luxembourg, elle dira qu'elle a vu s'incarner l'esprit européen. Et elle a dit, il s'y trompait. Elle parle de la société des pairs que constituaient les communistes juifs de cette période et qui ont tous été exterminés. Et de leur idéalisme profond, de leur sens de la loi, de leur sens de l'égalité. Et elle parle avec un respect devant lequel elle s'incline, vous qui dites qu'elle n'aime pas l'Europe. Elle dit, en parlant d'eux, ils se croyaient cosmopolites, ils se croyaient apatrides, et ils étaient les vrais Européens. Alors il y a quand même là un effort sur elle-même qui n'est pas tellement d'ailleurs en opposition avec sa vie, parce que son second mari, Heinrich Blücher, était un ancien communiste berlinois, un ancien spartakiste, et sa mère était une admiratrice de Rosa Luxembourg. Oui. Elle n'a pas été ça. Elle a respecté ça, mais elle n'a pas été ça. Il est significatif que la question nationale soit le seul point où l'on puisse accuser Rosa Luxembourg de s'être trompée elle-même et de n'avoir pas voulu voir la réalité en face. Que cela ait quelque chose à voir avec le fait qu'elle était juive est indéniable, même s'il est bien sûr lamentablement absurde de découvrir dans son antinationalisme une particularité juive. Ce fait, Nietzsche est à ma connaissance le seul à l'avoir jamais mis en lumière. Que la position et les fonctions des Juifs en Europe les ont prédestinés à devenir les bons Européens par excellence. La classe moyenne des Juifs de Paris et Londres, Berlin et Vienne, Varsovie et Moscou, n'était en fait ni cosmopolite ni internationale, même si les intellectuels parmi eux se pensaient en ces termes. Ils étaient européens, chose qu'on ne peut dire d'aucun autre groupe. En d'autres termes, tandis que l'illusion des Juifs assimilés consistait ordinairement à se croire à tort tout aussi allemands que les Allemands, tout aussi français que les Français, l'illusion des intellectuels juifs était de penser qu'ils n'avaient pas de patrie, car leur patrie, c'était en réalité l'Europe. Chassé de mon pays, j'ai dû plier boutique, et je dois en trouver une autre où écouler ce que je pense. Il faut me remettre à fouler derrière les désespérés, les voix antiques, burinées et polies par leurs milliers de pas. Je suis parti déjà, mais je ne sais pas vers qui. Partout j'entends « Spell your name ». Il avait acquis, hélas, déjà quelques renoms ce name-là. En quoi, selon vous, ces applications modernes de la raison d'État, ce que vous appelez l'intrusion de la criminalité dans le domaine politique, est-elle propre à notre temps? 1974, à New York, Roger Herrera rencontre Hannah Arendt. And repeats itself again and again under different aspects in different countries and in different colors. But if we come to these general questions, what is also proper à notre époque is... Ce qui est également propre à notre époque, c'est l'intrusion massive de la criminalité dans la vie politique. Je veux parler ici de quelque chose qui dépasse de loin ces crimes, que l'on cherche toujours à justifier par la raison d'État
en prétextant que ce sont des exceptions à la règle. Ici, au contraire, nous sommes soudain confrontés avec un style d'action politique qui est en lui-même criminel. Cette affaire de sécurité nationale provient directement de la notion de raison d'État. Cette notion de sécurité nationale que l'on invoque est directement importée d'Europe centrale. Bien sûr, les Allemands, les Français et les Italiens la reconnaissent comme entièrement justifiée parce qu'ils ont toujours vécu sous cette règle. Mais c'était précisément l'héritage européen que la Révolution américaine avait l'intention de briser. Cette rescapée des grands séismes de la raison, cette européenne transplantée par l'adversité et par l'exil, d'abord la France des années 30, n'oublions pas que c'est la France qui l'interne dans un camp de concentration à Gurs, dont a eu la chance de pouvoir s'évader. D'autres internés du gouvernement de Vichy n'ont pas eu cette chance. Beaucoup sont morts, d'autres ont été livrés aux Allemands. Tragédie donc de l'exil en France, tragédie d'un second exil aux États-Unis, pays dont elle ignorait certainement tout, à commencer par la langue, où elle a très vite acquis une place de premier rang dans les milieux intellectuels new-yorkais à partir du début des années 40. L'un de ses premiers textes, je crois, publiés, s'intitule « Nous, les réfugiés ». C'est un des textes les plus émouvants, car justement, en quelques lignes, elle décrit très bien ce qu'était la condition de réfugié, celui qui n'appartient à aucun pays, certainement plus au pays qu'il a quitté ou qu'il a chassé, pas encore, ou peut-être jamais au pays d'accueil, qui a été généreux en l'espèce l'Amérique, qui a été moins généreux, ce fut le cas pour beaucoup de gens de la France des années 30 de 1940, et en tous les cas, pays où ne sont ni la famille, ni les amis, ni la langue, et donc solitude du réfugié, solitude qui a certainement aiguisé sa pensée et contribué à lui faire porter sur notre temps ce regard lucide, sans concession. L'un des passages les plus intéressants de son livre sur le totalitarisme consiste à montrer combien certains groupes sont privés de tout droit par certains régimes, avant d'être promis au massacre, déportés ou assassinés. Ils continuent à être privés de leur nationalité, à être privés de leurs droits, préface en général à l'expulsion, au massacre ou à la ségrégation. Et elle a une phrase très frappante, elle dit, à propos des rescapés, « Tel Lazare, les survivants ne peuvent dire ni être compris. » Et pour qui a lu les livres de Rousset, d'Antelme, de Kogon, de Germaine Tillon, de Solzhenitsyn, la difficulté qu'ils ont eue, à l'arrivée et encore 40 ans plus tard, à faire comprendre ce que fut leur expérience. Rétrospectivement, les 4 années que j'ai passées à écrire les origines du totalitarisme, de 1945 à 1949, apparaissent comme la première période de calme relatif qui est succédée à des décennies de tumulte, de confusion et d'horreur pure et simple. Avec la défaite de l'Allemagne nazie, une partie de cette histoire avait trouvé sa conclusion. C'était la première occasion d'essayer de dire et de comprendre ce qui s'était passé. Pas encore sans colère, toujours avec douleur, mais non plus avec une horreur sans voix. C'était, de toute façon, la première fois qu'il était possible d'articuler et d'élaborer les questions en compagnie desquelles ma génération avait été forcée de vivre pour la meilleure part de sa vie adulte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cela s'est-il passé? Comment cela a-t-il été possible?
Il y a un malentendu sur le titre du livre. Quand elle écrit des origines du totalitarisme, elle ne veut pas commenter ce qui a causé ce phénomène, mais ce qui l'a permis dans l'histoire ou la préhistoire de la société européenne. Ce qui fait ces régimes et ce qui fait leur malfaisance et leur puissance unique, ce sont plusieurs traits. D'abord, la recherche de l'atomisation sociale, laissant la chose publique à un parti. Ensuite, bien sûr, il y a la nature de la terreur totalitaire, qui vise à retrancher de la société, voire à exterminer physiquement, non pas seulement tel ou tel opposant social identifié, mais des catégories entières de la population définies par leur statut social, les paysans russes dans les années 20 ou 30, leur appartenance à un groupe, les juifs en Allemagne, ou bien le fait qu'ils ne s'alignent pas sur l'idéologie du régime. Nous avons toujours soupçonné, mais nous savons aujourd'hui que le régime stalinien ne fut jamais monolithique, mais consciemment construit autour de fonctions qui se recoupaient, qui se doublaient ou qui étaient parallèles, et que cette structure grotesquement amorphe tenait debout en vertu du même principe du Führer, le prétendu culte de la personnalité, que nous trouvons en Allemagne nazie, que le bras séculier de ce régime n'était pas le parti, mais la police, dont les activités opérationnelles n'étaient pas réglées par le canal du parti, que les gens entièrement innocents que le régime liquida par millions, les ennemis objectifs en langage bolchevique, savaient qu'ils étaient des criminels sans crime. En effet, de même que la solution finale de Hitler équivalait en fait à rendre le commandement « tu tueras » contraignant pour l'élite du parti nazi, de même la déclaration de Staline prescrivait « tu porteras de faux témoignages » comme règle de conduite pour tous les membres du parti bolchevique. Quitte tes camarades au sortir de la gare, marche dans la ville au matin, ta veste bien fermée, cherche-toi un gîte, et si ton camarade frappe, n'ouvre pas la porte, au contraire, efface tes traces. Quoi que tu dises, ne le dis pas 2 fois. Si tu découvres tes pensées chez un autre, renie-les. Quand on n'a rien signé, pas laissé de photos, quand on n'y était pas ou qu'on n'a rien dit, comment pourrait-on vous prendre? Efface tes traces. Veille, si tu songes à mourir, que nulle tombe ne trahisse où tu gis, en laissant lire une inscription avec ton nom ou l'année de ta mort, qui pourrait te confondre. Encore une fois, efface tes traces. C'est là ce qu'on m'a appris. Puis il y a aussi, elle était l'une des premières, je crois, il y a cité le langage totalitaire. On a trop souvent retenu le langage de la propagande, langage de guerre, langage de malédiction, langage de guerre sémantique à l'adversaire supposé. Il y a aussi, et Orwell a été l'un de ceux qui ont le plus incité, le langage de l'administration, qui est celui de la répression, celui de l'anéantissement des individus, qu'on retrouve dans les documents administratifs nazis ou communistes sur les camps. Dans tous les cas, il s'agit bien de changer l'univers mental de tous, ceux des participants actifs, ceux des victimes elles-mêmes, en falsifiant l'histoire et en voulant oblitérer la mémoire. Ce langage est meurtrier. Hannah Arendt écrit à propos de la Russie, quand Trotsky a appris, en lisant les nouveaux manuels d'histoire communiste, qu'il n'avait jamais joué de rôle dans la révolution russe, il a dû savoir que son arrêt de mort avait été signé. Il est très étonnant que, sur un plan littéraire, n'est-ce pas, la vision d'Orwell rejoigne la pensée d'Hannah Arendt. Ils ont bien vu la captation de la démocratie par les systèmes totalitaires, mais ils n'ont pas vu, ils ont bien vu le moderne, la massification, les masses atomisées, très bien. Mais ce qu'ils ont moins bien analysé, c'est l'utilisation de l'archaïque. Un exemple, la réévaluation de tous les corporatismes par l'hitlérisme, n'est-ce pas? Hitler s'est appuyé, les nazis se sont appuyés sur les corporations, ils ont essayé de les faire revivre, ils ont essayé d'organiser la société de cette façon. Ce n'est pas vrai qu'ils ont entièrement atomisé les individus, au contraire, ils se sont nourris, alimentés de ce qu'il y avait dans l'histoire de la civilité allemande, de Gill, de Hans, ils se sont appuyés là-dessus. Si l'on prend si aisément à tort la terreur totale pour un symptôme du régime tyrannique, c'est que le régime totalitaire, en ses phases initiales, doit se comporter comme une tyrannie et abattre les barrières de la loi instaurée par l'homme. Mais la terreur totale ne laisse pas derrière elle d'anarchie arbitraire. Abolir les barrières des lois entre les hommes, comme le fait la tyrannie,
équivaut à supprimer les libertés humaines et à détruire la liberté en tant que réalité politique vivante. Car l'espace entre les hommes, tel qu'il est délimité par les lois, est l'espace vital de la liberté. La terreur totale utilise ce vieux procédé de la tyrannie, mais elle détruit en même temps ce désert de la peur et de la suspicion, sans loi ni barrière, que la tyrannie laisse sur son passage. Ce désert n'est certes plus un espace vital pour la liberté, mais il laisse encore quelque place aux actions qu'inspirent la peur et la suspicion à ses habitants. En écrasant les hommes les uns contre les autres, la terreur totale détruit l'espace entre eux. Luc Ferry, vous êtes un philosophe politique, un théoricien politique, et vous êtes particulièrement déroutant quand il s'agit de comprendre Hannah Arendt, puisque vous vous demandez si celle qui est, pour ainsi dire, l'inventeur de la notion de totalitarisme, qui est antitotalitaire par excellence, a en même temps une politique des droits de l'homme conséquente. Je crois qu'effectivement, Hannah Arendt, bien sûr, est antitotalitaire, ça c'est certain. C'est même tout le thème du livre sur les origines du totalitarisme. Mais en même temps, ça n'est pas une critique du totalitarisme, ce qu'elle fait, une critique du totalitarisme qui débouche ou qui conduit à une défense des droits de l'homme ou à une défense de la modernité. Alors je crois que là, il faut se référer aux chapitres de l'impérialisme qui sont consacrés aux droits de l'homme et qui sont écrits en partie sous l'inspiration de Burke, donc le premier critique anglais de la Révolution française, et où Hannah Arendt fait au fond une critique qui est d'ailleurs très intéressante de l'État-nation tel qu'il se met en place autour de la Révolution française. Et ce que montre Hannah Arendt, c'est que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est en fait une déclaration qui conduit à n'accorder de droits aux individus que dans la mesure où ils sont citoyens d'un État-nation. Ce qui signifie que hors d'un État-nation, un individu ne possède plus aucun droit, n'est plus susceptible d'être protégé par les droits de l'homme. Et ce que Hannah Arendt pense évidemment, enfin ce à quoi elle pense plutôt, c'est à la situation des apatrides, et en particulier des Juifs, après ou à partir de la période nazie, bien sûr. Et elle se livre à une comparaison tout à fait intéressante entre la situation de l'apatride, donc celui qui n'est plus protégé par les droits de l'homme parce que hors de l'État-nation, et la situation de l'esclave dans la philosophie grecque ou dans la cité grecque, la situation de l'esclave lui paraissant d'une certaine façon préférable, dans la mesure, dit-elle, où l'esclave est encore inscrit dans une communauté.
même s'il est privé de ce que nous appellerions aujourd'hui les droits de l'homme, il est néanmoins protégé par cette insertion dans la communauté à laquelle il appartient. Alors je crois que ça permet aussi de comprendre autre chose, ça permet de comprendre les réticences qu'Hannah Arendt éprouve à l'égard de la forme de l'État-nation. Il y a un certain nombre d'auteurs qui aujourd'hui critiquent le totalitarisme, ça c'est clair. Ça devient même un thème relativement important, je crois même peut-être le plus important dans la philosophie politique contemporaine. Bon. Je crois que contre le totalitarisme, certains auteurs voient un cran d'arrêt qui est, d'une certaine façon, le retour aux déclarations des droits de l'homme. C'est le cas, par exemple, de Claude Lefort, très nettement, qui, dans un article qui était paru dans Libre, qui a été republié dans l'Invention démocratique, un article sur les droits de l'homme, tente de montrer comment la Déclaration des droits de l'homme dépasse de loin, disons, son insertion dans un mouvement historique ou dans une classe sociale qu'est la bourgeoisie, et comment la Déclaration des droits de l'homme garde encore aujourd'hui une fonction critique, notamment à l'égard du totalitarisme. Donc, aux yeux de quelqu'un comme Claude Lefort, la Déclaration des droits de l'homme, encore une fois, fonctionne comme cran d'arrêt à l'égard du totalitarisme soviétique notamment. Alors que pour Hannah Arendt, je crois que la situation est un petit peu différente. Pour Hannah Arendt, la déclaration de 89 ne constitue pas un cran d'arrêt contre le totalitarisme, justement parce que cette déclaration de 89 rend possible quelque chose comme la situation des apatrides dans le monde contemporain. Ce que je veux dire, c'est pas du tout que Hannah Arendt considère que la déclaration des droits de l'homme serait le fondement du totalitarisme, ce serait tout à fait absurde, mais elle considère que ça n'est pas un cran d'arrêt contre le totalitarisme. Ça n'est pas quelque chose vers quoi on peut faire retour contre le totalitarisme, puisque justement, cette déclaration est au fondement de la modernité qui comprend le totalitarisme. Et donc pour elle, encore une fois, le cran d'arrêt, c'est le retour à la pensée classique, au moins dans une large mesure, ou en tout cas, pour être tout à fait précis, le retour vers des formes politiques qui ont quelques rapports avec les formes politiques classiques, comme c'est le cas du conseillisme, ou comme c'est le cas de l'espace public qui est mis en œuvre par la Révolution américaine. Mais ce qui menace à notre époque, c'est l'idée que les buts de la politique sont illimités. Le libéralisme, tout de même, repose, je crois, sur l'idée que la politique a des objectifs limités. Est-ce qu'à notre époque, l'arrivée au pouvoir d'hommes, de mouvements qui s'assignent des objectifs illimités n'est pas la plus grande menace? J'espère que je ne vous choquerai pas si je vous dis que je ne suis pas du tout sûre d'être une libérale. Je n'ai vraiment aucun credo en la matière. Je ne professe pas de philosophie politique que je pourrais résumer par un terme en isme. Certainement, mais c'est tout de même à l'intérieur des fondements de la pensée libérale, avec les emprunts à l'Antiquité, que se situe votre réflexion philosophique. Diriez-vous que Montesquieu est un libéral? Would you say that, I mean, all the people whom I take into account throughout the Middle Age, I mean, moi je me sers où je peux, and I take whatever I can. L'un des grands avantages de notre temps, c'est ce qu'a dit René Char. You know what René Char said? Notre héritage n'est garanti par aucun testament. Précédé par aucun testament. N'est précédé par aucun testament. This means we are entirely free. Cela veut dire que nous sommes entièrement libres d'utiliser où que nous le voulions les expériences et les pensées du passé. Everything which happens in thinking Tout ce qui se passe lorsqu'on pense est soumis à un examen critique, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de pensée dangereuse pour la simple raison que le fait de penser est en lui-même une entreprise très dangereuse. Et ne pas réfléchir, c'est plus dangereux encore. Pour ma part, c'est le livre Eichmann à Jérusalem qui a été une découverte et un point de départ. Oui, mais c'est un détonateur étonnant. Eichmann à Jérusalem, c'est un livre qui est publié en 1963 et c'est le premier livre connu d'Hannah Arendt en France. Oui, c'est un livre qui est un livre de reportage publié pour le New Yorker et ce livre a provoqué encore plus de malentendus que les origines du totalitarisme. Oui, ce qui reste, je crois, permanent pour nous dans ce livre, c'est le regard froid porté sur le fonctionnement d'une machine totalitaire.
L'homme totalitaire, il a été souvent rassurant de le voir comme un monstre. Ce qu'on nous montre avec Eichmann, c'est un haut fonctionnaire de l'extermination, une sorte d'homme moyen qui, en l'absence du nazisme, aurait continué à mener l'existence médiocre qui était la sienne, et qui a été promu petit fonctionnaire, puis haut fonctionnaire de l'extermination, non pas tellement à raison de ses convictions ou de son fanatisme, ce n'est pas un idéologue, mais il obéit. Il est totalement dépourvu de conscience morale et il n'a pas d'univers autre que celui des ordres de ses chefs. Et c'est ceci, je crois, qui a beaucoup choqué ou beaucoup surpris. La banalité, ce n'est pas la banalisation. Et une équivoque s'est créée à propos de ce mot. La banalité du mal, cela veut dire qu'il y a des circonstances, il y a des régimes où le mal, l'extermination, le génocide, la torture, la terreur, devient une affaire quotidienne pour de petits fonctionnaires de police, des gardiens de camp, des responsables de machines politiques, bien éloignés de la rhétorique des bourreaux, de l'idéologie officielle du régime, mais infiniment plus redoutables, car c'est sur eux que reposent ces régimes. À Jérusalem, reprise ce matin du procès Eichmann avec le réquisitoire du procureur général. Je cède l'antenne à notre envoyé spécial, Frédéric Pochet. Vous l'avez entendu, Eichmann répond qu'il n'est pas coupable dans le sens où l'entend l'accusation. Il répondra 15 fois de suite « Ich bin nicht gültig » aux 15 questions posées par le président. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Et ceci 15 fois parce qu'il y a 15 chefs d'accusation. Le tribunal a rendu d'abord un jugement au terme duquel il se déclare complètement compétent. Par conséquent, le procès de Eichmann peut commencer. Le procureur général se lève aussitôt et prononce son réquisitoire. Le procureur général. En cet endroit où je me trouve devant vous, juge d'Israël, pour requérir contre Eichmann, je ne suis pas seul. Je suis entouré de 6 millions d'accusateurs. Ils ne peuvent se dresser, ils ne peuvent montrer cette cabine et crier « Voilà l'accusé ». Ils ne le peuvent car leurs cendres ont disparu, leurs tombes sont disséminées. Mais leur sang crie si leurs voix se sont tues. Je serai leur porte-parole et c'est en leur nom que je prononcerai ce terrible réquisitoire. Pendant les derniers mois de la guerre, Eichmann tua le temps et fit le pied de grue à Berlin. En avril 1945, ce fut son dernier entretien avec Himmler. Celui-ci ordonna à Eichmann de sélectionner 100 à 200 juifs éminents, de les transporter en Autriche et de les installer dans des hôtels. Himmler entendait s'en servir comme otage lors de ses prochaines négociations avec Eisenhower. Eichmann finit par échouer en Autriche, où Kaltenbrunner s'était réfugié. Kaltenbrunner se moquait des juifs éminents de Himmler. Il ordonna à Eichmann de mettre sur pied un commando de maquisards qui devait opérer dans les montagnes autrichiennes. Eichmann s'attaqua à cette tâche avec le plus grand enthousiasme. Encore une fois, se disait-il, c'était quelque chose qui en valait la peine, une tâche dont je me réjouissais. C'est alors qu'il reçut le nouvel ordre de Himmler, ne pas tirer sur les Anglais ni sur les Américains. Alors ce fut la fin. Eichmann renvoya ses hommes et donna un petit coffre-fort contenant des billets de banque et des pièces d'or à son conseiller juridique, en qui il avait toute confiance. Car, il se souvint avoir pensé alors, Unsche est un haut fonctionnaire civil. Il gérera correctement les fonds, il notera ses dépenses. Car, ajouta-t-il, je croyais encore qu'un jour, on nous demanderait des comptes. Mais prenons l'échange de lettres entre Scholem et elle. Voici deux grands juifs allemands, témoins rescapés
de l'Allemagne des années 30, encore que Scholem ait quitté l'Allemagne en 1922 et elle en 1933. Lorsque son livre est publié, Scholem, qu'elle connaît, qu'elle estime, lui écrit et lui dit avec beaucoup de vigueur: « Votre livre nous laisse un sentiment d'amertume et de honte. Ce que je lui reproche, c'est finalement votre insensibilité, le ton sarcastique et malveillant que vous apportez à traiter des sujets graves qui touchent à notre vie et à notre mort. En un mot, dit-il, vous n'avez pas l'amour du peuple juif, vous êtes désinvolte, et la meilleure preuve, c'est que c'est ce mot que vous lancez, une banalité du mal. » New York, 24 juillet 1963. Cher Gerhardt, j'ai trouvé votre lettre en rentrant la semaine dernière. Vous savez ce qu'il en est quand on s'est absenté pendant 5 mois. Je vous écris au premier moment de tranquillité. Ma réponse peut donc n'être pas aussi étudiée que peut-être elle le devrait. Venons-en au sujet. Je commencerai par ce que vous appelez l'amour du peuple juif ou Ahavat Israël. Entre parenthèses, je vous serais très reconnaissante de bien vouloir me dire depuis quand ce concept a joué un rôle dans le judaïsme, quand il a été utilisé pour la première fois dans la langue et la littérature hébraïque, etc. Vous avez tout à fait raison. Je ne suis animée d'aucun amour de ce genre, et cela pour 2 raisons. Je n'ai jamais dans ma vie ni aimé aucun peuple, aucune collectivité, ni le peuple allemand, ni le peuple français, ni le peuple américain, ni la classe ouvrière, ni rien de tout cela. J'aime uniquement mes amis, et la seule espèce d'amour que je connaisse, et en laquelle je crois, est l'amour des personnes. En second lieu, cet amour des Juifs me paraîtrait, comme je suis juive moi-même, plutôt suspect. Je ne peux pas m'aimer moi-même, aimer ce que je sais être une partie, un fragment de ma propre personne. Hannah Arendt. Il a 2 antagonistes. Le premier le pousse de derrière, depuis l'origine. Le second barre la route devant lui. Il se bat avec les 2. Certes, le premier le soutient dans son combat contre le second, car il veut le pousser en avant, et de même le second le soutient dans son combat contre le premier, car il le pousse en arrière. Mais il n'en est ainsi que théoriquement, car il n'y a pas seulement les 2 antagonistes en présence, mais il y a aussi lui-même. Et qui connaît réellement ses intentions? Son rêve, cependant, est qu'une fois, dans un moment d'inadvertance, et il y faudrait assurément une nuit plus sombre qu'il n'y en eut jamais, il quitte d'un saut la ligne de combat et soit élevé à cause de son expérience du combat à la position d'arbitre sur ses antagonistes dans leur combat l'un contre l'autre. Franz Kafka, L'événement. André Hénegren, vous êtes le premier auteur français à avoir écrit sur Hannah Arendt. Et c'est tout récent, c'est en 1984. Alors je voudrais vous demander à vous, qui avez lu soigneusement la biographie qu'Elisabeth Young-Brull a consacrée aux États-Unis à Hannah Arendt, de nous présenter un peu le personnage, parce que finalement, elle passe un peu pour une intellectuelle très cérébrale, et est-ce qu'elle n'est pas un personnage un peu différent des préjugés qu'il y a autour d'elle ? Arendt ne s'est jamais conçue comme une universitaire. Elle a d'ailleurs confié à son entourage qu'elle n'aimait pas tellement enseigner, que ce n'était pas sa vocation première. Et elle a d'autre part confié qu'elle n'était pas une philosophe et que les philosophes, sans doute, ne la reconnaîtraient pas comme l'une des leurs. Arendt a très tôt introduit une sorte de coupure entre la politique et la philosophie. L'intérêt d'Arendt va à la théorie politique. Si la toile de fond de sa formation est philosophique, Arendt n'a cessé d'interroger la scission qui s'est produite dans la civilisation grecque entre les hommes politiques et les philosophes. C'est à partir de Platon que la philosophie s'est d'une certaine façon exilée hors du domaine politique, hors du sentier des hommes, pour
s'adonner à la vie contemplative et non pas à la vita activa qui a été l'objet de préoccupations constantes de Hannah Arendt. Oui, c'est étrange, cette carrière. On sait que Hannah Arendt a écrit Les origines du totalitarisme en rentrant chez elle le soir à 8 heures, après sa journée de travail dans une maison d'édition, et qu'elle travaillait jusqu'à 2 heures du matin pour écrire. Et c'est peut-être de là que lui vient une sorte de plus d'attachement au travail d'écriture qu'au travail d'intellectuel à l'université, parce que c'est venu tard. Et pourtant, est-ce que l'université n'aurait pas pu être pour elle une sorte d'exemple, d'incarnation de ce qu'elle recherchait, c'est-à-dire une sorte d'agora moderne où on échange avec les étudiants, où on est vu et où on parle en public. Est-ce que ça n'a pas joué ce rôle dans sa vie, l'université, le contact avec les étudiants ? Je pense que oui. Arendt a quelquefois parlé de l'université comme étant un de ses derniers lieux où la vérité pouvait être préservée. D'autre part, elle n'est pas restée insensible aux mouvements étudiants qui se sont développés au début des années 60, notamment à Berkeley. C'est intéressant puisqu'on a pu dire que les étudiants de Berkeley dans les années 63 ont été extrêmement influencés par l'ouvrage qu'Hannah Arendt avait consacré juste auparavant à la Révolution, l'essai sur la Révolution, qui était, si on veut, une étude comparative des révolutions françaises et américaines, mais plus largement, qui était une sorte de manifeste pour l'espace public, la vie publique. Nous nous sommes rencontrés en 1943, raconte Mary McCarthy. Puis nous sommes devenus grandes amies en 1948, après une période d'interruption, à cause d'un incident qui se termina en orage. À l'automne 1944, au cours d'une soirée, j'avais parlé avec légèreté de la pitié que pouvait inspirer Hitler. Arendt hurla. Elle ajouta qu'elle-même était allée dans les camps. Je m'éclipsai. Plus tard, nous nous retrouvâmes au comité de rédaction de revues d'avant-garde comme partisans et nous étions toujours du même avis. Mais Arendt ne me parlait pas. Jusqu'au jour où, en attendant le métro, elle me dit « C'est ridicule, finissons-en » et m'avoua qu'elle n'était pas allée dans les camps, du moins pas dans les camps de concentration comme Buchenwald. En 1940, en France, comme les autres étrangers, elle avait été internée avec son mari, mais elle avait pu s'évader en mai 1940, sans doute avec la complicité des autorités, puis, par le Portugal, gagner les États-Unis. À New York, son appartement était celui d'une universitaire, ni luxe, ni même aisance. Je dirais, à la limite, un observateur aurait pu y voir l'appartement d'un immigré qui venait d'arriver aux États-Unis. Elle n'y était vraiment pas installée, elle y vivait depuis 20 ou 30 ans, mais elle aurait pu aussi bien vivre ailleurs, à Londres, à Paris ou en Suisse, encore que son enracinement en Amérique était réel. Lors de ma première visite chez Hannah Arendt, j'ai tâtonné dans l'étendue désertique d'un hall vert sans pouvoir distinguer aucun nom. Puis j'ai balayé de l'œil une rangée de cartons aussi révélatrice que la liste d'un bottin, camouflée par une plaque de cuivre, elle-même noyée dans l'obscurité du hall. Pas d'Arendt. Enfin, j'ai trouvé ce que je cherchais, Blücher 12A. Il était bien entendu inévitable que Hannah ait utilisé le nom de son mari à des fins d'identification domestique. L'ascenseur était brusque, bien que sans précipitation. Ma maladresse provoqua des arrêts prématurés. Une Allemande qui, rigoureusement, ne pouvait pas être Hannah, me donnait des conseils qui me dépêchèrent au sommet de l'immeuble. Est-ce qu'une autre dame s'est précipitée pour m'indiquer une fausse direction? Ce n'est pas improbable, mais la mémoire magnifie les choses. Plus tard, lorsque mes visites finirent par s'organiser sans erreur, il me parut toujours vivre un sauvetage immérité en trouvant Hannah devant sa porte, prête à m'embrasser. Mes rencontres avec Hannah avaient lieu le plus souvent en tête-à-tête.
elles avaient l'intimité et la concentration du tutorat. Sur la table, de grosses noix, des cendriers trop pleins, au milieu desquels la conversation filait à travers l'histoire, la philosophie, la politique, pour se rafraîchir d'elle-même avec des bavardages à propos de gens que nous aimions, vivants ou disparus. Hannah vous foudroyait de phrases laconiques, mais la simple médisance l'ennuyait. Elle pensait et respirait à l'intérieur de ses propres frontières, et elle s'y tenait avec une telle sûreté qu'elle pouvait parler avec une absence de précaution torrentielle. Elle donnait à la conversation une liberté joyeuse. Elle révisait à la fois mes définitions et les siennes, comme si les mots lancés au hasard devaient trouver un accord aussi juste que les mots écrits. Et pourtant, tout était chaleureux, spontané, provisoire. Je me sentais tellement chez moi que je lui apportais mes poèmes. Robert Lowell. Heinrich Blücher, son mari et son ami, était le dernier de ses maîtres. Il avait seulement 10 ans de plus qu'elle. Mais il y avait dans leur relation intellectuelle quelque chose de paternel et d'indulgent de son côté à lui, quelque chose de l'ardeur du disciple à la recherche d'approbation en ce qui la concernait. Quand elle parlait, il l'observait avec affection, en hochant la tête, comme pour lui-même, comme si le hasard lui avait envoyé une élève incroyablement douée, capable des meilleures performances, ce que lui-même, philosophe dans tous les sens du terme, était satisfait de ne pas être, avec ses pipes et ses cigares. Il était fier d'elle, et il savait qu'elle irait jusqu'à des cimes qu'il pouvait apercevoir de loin. Et calmement, il se calait dans son fauteuil en attendant qu'elle les trouve. Pour elle, Heinrich était une sorte de paire de lunettes correctives. Elle n'avait pas une totale confiance dans son propre point de vue tant qu'il n'était pas confirmé par le sien. Je crois que pour prendre la mesure du personnage qu'elle était et de l'influence qu'elle a exercée, une des choses les plus importantes qui le montrent, c'est qu'elle a su influencer les juristes américains au point qu'il y ait un addendum à la Constitution américaine sur le droit d'avoir des droits. Et quand même, on connaît peu de théoriciens politiques qui, dans le monde contemporain, aient eu une influence aussi immédiate sur la vie politique moderne. Arendt allait d'ailleurs beaucoup plus loin dans ses revendications juridiques, dans un de ses textes tardifs, regroupé aujourd'hui dans Du mensonge à la violence. Elle a proposé que soit légalisée la désobéissance civile, ce qui peut apparaître à première vue comme une volonté de légaliser la transgression. Ce n'était pas tout à fait le cas dans son esprit. Arendt voulait beaucoup plus clairement garantir plus fermement le droit des minorités dissidentes, et pour cela, elle tenait à ce que soit précisé le premier amendement de la Constitution américaine qui reconnaît à chacun le droit de s'assembler et de pétitionner le gouvernement. Arendt reconnaissait dans ce premier amendement de la Constitution américaine un droit fondamental qui n'avait pas été suffisamment affirmé par la Constitution. Et c'est un thème constant chez elle que le dissent, la dissidence, est toujours consubstantielle au consentement. C'est à propos du mouvement des droits civiques des Noirs, de Luther King, qu'elle s'interroge sur la désobéissance civique. Le fait qu'à un moment, au nom des valeurs supérieures d'une société, des hommes disent non à certaines lois, à certaines mesures. Elle y a vu justement l'un des triomphes de l'association volontaire, de la valeur morale et politique de l'action individuelle entre égaux dans un espace public. Elle a vu dans le mouvement Luther King une mise en forme de sa conception de la vie politique. Et bien entendu, elle a été témoin de Watergate, phénomène politique et juridique impensable en Europe. Il était impensable en Europe, en France, en Allemagne, en Angleterre, de voir un responsable politique suprême disposant de tous les pouvoirs, acculé à la démission. Ce qui l'a frappé à l'époque, et ce qui nous frappe, nous, un peu plus tard, c'est combien la société politique américaine a eu les reins solides. Je l'ai vu dans des amphithéâtres d'étudiants lors de
lors de la crise américaine d'octobre 73, au moment où Agnew venait de démissionner, où on cherchait un nouveau vice-président, où Nixon licenciait sommairement tel ou tel ministre ou fonctionnaire, on l'a vu, je l'ai entendu inciter dire aux étudiants, oui, vous devriez aller voir vos députés, vos sénateurs, faire des pétitions. Elle a revu le rôle de l'action, le rôle de l'individu et le rôle de la protestation morale. Liberté maintenant, liberté maintenant, liberté maintenant. Et un peu plus loin, des jeunes qui marchent en chantant. Governor Fulmer's passed him a new resolution, gonna rewrite the U.S. Constitution. There's gonna be a brand new law, no desegregation in Arkansas. The U.S. has an eagle, Missouri has a mule, Alaska's got a bear, Arkansas has a fool. Well, Governor Fulmer's had a harder road to hoe when the whole On apporte deux Bibles qui sont tenues par Madame Nixon, Pat Nixon. Richard Nixon pose la main gauche sur les deux Bibles, lève la main droite. Je jure solennellement que je remplirai avec toute ma foi le mandat de président des États-Unis et que, autant qu'il me sera possible, je préserverai, je protégerai et je défendrai la Constitution des États-Unis. Que Dieu m'y aide. On applaudit. Le 37e président des États-Unis s'appelle Richard Milhous Nixon. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Et voilà, il resign, vous avez entendu le mot, I shall resign, je me retirerai, je démissionnerai. Je me retirerai de cette charge demain après-midi. Nous avons vécu, génération légère, dans des maisons qu'on disait indestructibles. Ainsi nous avons élevé les longs buildings de l'île Manhattan et ces minces antennes de visant dont s'amuse la mer Atlantique. De ces villes restera celui qui passe à travers elles, le vent. La maison réjouit l'invité du dîner, il la vide. Nous savons que nous sommes de passage et que ne nous suivra rien qui vaille qu'on en parle. Dans les cataclysmes qui vont venir, je ne laisserai pas, j'espère, mon cigare de Virginie s'éteindre par amertume. Les hommes de la résistance européenne n'étaient ni les premiers, ni les derniers à perdre leur trésor. L'histoire des révolutions, de l'été 1776 à Philadelphie et de l'été 1789 à Paris, à l'automne 1956 à Budapest, ce qui signifie politiquement l'histoire la plus intime de l'âge moderne, pourrait être racontée sous la forme d'une parabole, comme la légende d'un trésor sans âge qui, dans les circonstances les plus diverses, apparaît brusquement, à l'improviste, et disparaît de nouveau dans d'autres conditions mystérieuses, comme s'il était une fée Morgane. Licornes et reines des contes de fées semblent posséder plus de réalité que le trésor perdu des révolutions. Et cependant, si nous tournons les yeux vers les débuts de cette ère, et spécialement vers les décades qui la précèdent, nous pouvons découvrir à notre surprise que le XVIIIe siècle, des deux côtés de l'Atlantique, possédait un nom pour ce trésor, un nom depuis longtemps oublié et perdu, on est tenté de le dire,
avant même que le trésor lui-même ait disparu. Le nom en Amérique était bonheur public, et ce nom, avec ses harmoniques de vertu et de gloire, ne nous est guère plus intelligible que son équivalent français, liberté publique. La difficulté pour nous est que dans les deux cas, l'accent était sur public. Ce qui est particulièrement frappant dans l'essai sur la Révolution, qui date donc de 1963, qui est une œuvre tardive, c'est qu'elle essaie de penser D'abord, elle essaie de penser le phénomène révolutionnaire comme un phénomène qui en soi n'est pas pathologique. Blandine Barré-Kriegel. Elle montre que c'est le phénomène qui a accouché de la modernité. Et même, elle va plus loin du développement de la liberté. N'est-ce pas ? Mais que, n'est-ce pas, de même qu'il y a État et État, il y a révolution et révolution. Et qu'il y a une différence fondamentale entre la révolution américaine, qui a accouché d'un développement démocratique sain, et la Révolution française, qui, de son point de vue, a accouché d'un développement politique pathologique. Alors, ça me paraît extrêmement important et intéressant, parce que nous dit-elle ? Elle nous dit que cette révolution américaine était une révolution de la liberté, et que, par exemple, un homme comme Jefferson, un des pères fondateurs de la Constitution américaine, et celui, comme on le sait, n'est-ce pas, qui est le rédacteur de la Déclaration d'indépendance, c'est-à-dire du préambule de la Constitution américaine, dont le deuxième paragraphe dit d'emblée, n'est-ce pas, que Dieu a créé tous les hommes égaux, c'est-à-dire qui institue d'emblée les conditions de l'égalité démocratique, qui pèseront si lourd dans le développement politique américain. Ce qu'il estimait nécessaire pour faire sortir les individus les plus pauvres du besoin, ce n'était pas une révolution sociale, une émancipation sociale, des techniques de prospérité économique ou sociale, c'était de leur donner plus de liberté politique. Et qu'en revanche, dans la Révolution française, ce qui a plombé son cours et la chargée de ce lest qui a marqué toute l'Europe, puisque la Révolution française, c'est elle qui a été le véhicule du développement de la modernité en Europe, c'est elle qui a propagé les idéaux de la modernité en Europe, et en particulier dans l'Europe allemande. Au contraire, ça a été, comme elle le dit, une révolution de la nécessité, c'est-à-dire que la question sociale, la question de l'émancipation sociale et surtout du fait de se nourrir, n'est-ce pas, de nourrir les gens, de ne pas mourir de faim, était une question centrale, que la Révolution française a été prise dans ce problème. Alors, je ne suis pas entièrement, personnellement, convaincue totalement par le schéma d'Arendt, mais comment dire les choses ? Elle me semble avoir repéré quelque chose qui est fondamental pour l'intelligence du développement politique aujourd'hui, et l'avoir repéré grâce à sa formation, encore une fois, de philosophie politique classique. Elle connaissait les États classiques, elle les admirait, elle n'a cessé de faire l'éloge de l'État classique, elle n'a cessé de rappeler que le nazisme, que l'hitlérisme était anti-étatiste, que le nazisme que le nationalisme tribal a été une volonté d'éradication de toutes les formes de l'État juridique classique. Alors, ce qu'elle a repéré, qui me semble parfaitement juste, c'est qu'il y a, au fond, deux étages au développement de la citoyenneté contemporaine. Qu'il y a un premier étage qui a été acquis à l'âge classique et qui est, disons, le premier étage des droits de l'homme, le droit à la sûreté, que ce premier étage a été en quelque sorte acquis en Europe, mais qu'en revanche, le deuxième étage de la citoyenneté démocratique contemporaine, et qui concerne les libertés civiles, les libertés individuelles, les libertés démocratiques, l'égalité, le deuxième étage de l'égalité, ça l'Europe n'y a jamais atteint à cause de son arriération sur le plan de la prospérité économique, à cause de l'énorme poids des problèmes religieux, de l'existence non résolue de l'affrontement entre les différentes confessions judéo-chrétiennes en Europe. Elle a mis en place tout ça. Et ça me paraît la porte de l'avenir, la porte de l'intelligence, du développement politique totalement actuel. Vous, qui émergerez du flot dans lequel nous aurons sombré, pensez, quand vous parlerez de nos faiblesses, au sombre temps dont vous serez sortis. Ah, nous qui voulions préparer le terrain pour un monde amical, n'avons pas pu être amicaux. Pensez à nous avec indulgence. Est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, chez Hannah Arendt, une sorte
d'illusions lyriques sur la politique, comme si la libération de la politique, c'était la libération de la misère. Jacques Donzelot. Oui, c'est là où on retrouve la question du modèle grec qu'évoquait André Engren. Il est certain que la démocratie grecque fonctionnait sur l'exclusion de deux catégories, les commerçants, les travailleurs. Il est aussi certain que la démocratie moderne, c'est la réintroduction sur la scène publique de ces deux catégories. Si quelque chose est intéressant dans cette notion d'esprit public, il n'est intéressant qu'à condition d'être réactualisé, en quelque sorte. C'est-à-dire que la notion de délibération on ne peut pas l'imaginer sous la forme d'un espace distinct de la vie sociale et économique, puisque cette forme même, la forme parlementaire, a été déjà dans les démocraties occidentales rongée, si l'on peut dire, par les questions sociales et économiques, que les parlements n'existent pratiquement plus. Ils sont assez dérisoires au regard de la gestion effective des problèmes de la cité qui se déroulent à un niveau, effectivement, on peut dire technocratique, etc. Et que là, il n'y a pas de possibilité de réactualiser un esprit public sous la forme d'un politique qui serait totalement distinct de ce genre d'affaires. Puisque le retour sur la scène publique, en quelque sorte, de ces deux catégories, enfin les métèques qui étaient les commerçants et les esclaves qui étaient les travailleurs, c'est ça qui a fait la spécificité des démocraties occidentales. Et simplement, ce qui est frappant, c'est que le retour sur la scène publique de ces deux catégories a été allé de pair avec la montée d'un nouveau phénomène qui est tout à fait distinct du délibératif, qui est le négociatif. Le négociatif, c'est le discours, c'est la pratique, c'est le rituel moderne de la démocratie. C'est celui qui vient contrebalancer en quelque sorte le délibératif. Simplement, on arrive à un point où l'on ne sait plus très bien s'il n'y a pas danger à voir ce phénomène négociatif occuper toute la place publique, toute la scène publique, dans la mesure justement où il participe, où il renvoie plutôt à des techniques de chantage qu'à des techniques de discussion, où il n'y a plus d'évaluation. Et ce qui est peut-être intéressant en ce moment, et c'est sous cet angle-là que la notion d'esprit public chez Hannah Arendt m'intéresse, c'est les formes d'articulation qui s'essayent ici ou là entre le délibératif et le négociatif, qui s'essayent en particulier au plan local, pour faire vivre un territoire, une région, etc. Et c'est-à-dire pour faire vivre un monde commun. Et au fond, la question qu'elle se pose, c'est à quelles conditions est-ce qu'on peut vivre une histoire digne de ce nom? À quelles conditions est-ce que l'histoire peut être digne? Et elle ne se pose pas la question du sens ou du non-sens de l'histoire qui renvoie au romantisme du social, des choses comme ça. Et à quelles conditions peut-on avoir une histoire digne de ce nom? À condition qu'il y ait un espace public, à condition qu'on puisse se donner à voir et à entendre des autres, que l'on puisse mener des actions, que l'on puisse faire des promesses, que l'on puisse pardonner, etc. Que l'on puisse prendre des risques, que l'action retrouve le sens du risque. Ce que déteste Hannah Arendt, ce n'est pas le monde du travail, c'est la thématique de la compassion, de cette pitié abstraite, de cette charité généralisée qui se greffe sur le spectacle de la pauvreté et qui veut remplacer l'univers de la loi par celui de la fraternité, par celui de la fusion, par celui du communautaire. Et là, des exemples cinglants sur les communautés religieuses où il est interdit, par exemple, lorsqu'on se livre à un minimum de tâches pratiques qui sont inévitables dans toute communauté, il est interdit d'exceller en aucune de ces tâches. On ne peut pas mieux cultiver les pommes de terre que son voisin sous peine effectivement d'apparaître et de faire se créer une scène. Tandis que dans la logique communautaire, on reste complètement enfermé dans une entité qui est une façon de quitter le monde. Son vrai problème, c'est comment être au monde. J'ai l'impression, Blandine Barré-Kriegel, que quand vous parlez d'Hannah Arendt, vous butez toujours sur une énigme. Alors, là encore, Arendt, certainement, n'a pas pu aller jusqu'au bout, et en particulier, puisque c'est une question qui est une plaie ouverte pour elle, en ce qui concerne l'Europe. Elle a finalement rejeté toute l'Europe, et elle a confondu tous les pays européens. Je crois quand même, c'était ça son... et ça a des vertus, n'est-ce pas? Ça a des vertus. Ce rejet, cette critique de l'Europe a des vertus parce qu'il faut penser, elle est une des premières à le faire, ce qui est arrivé à l'Europe.
Qu'est-ce qui est arrivé à l'Europe? Jusqu'à présent, cette pensée de ce qui est arrivé à l'Europe, cette pensée politique de ce qui est arrivé à l'Europe, n'a été esquissée que par les écrivains, n'est-ce pas? Seuls les grands littérateurs du siècle, Thomas Mann, Proust, Musil, pensent, Agatha Christie dans la série B, pensent ce qui est arrivé à l'Europe. Mais Arendt essaye de penser ça, l'évolution historique. Là aussi, c'est pour ça que Hannah Arendt est encore devant nous. C'est qu'Hannah Arendt nous fait entièrement sortir dans son intelligence, cette fois-ci historique et non plus phénoménologique. Elle nous fait sortir de l'histoire économique et sociale qui a dominé l'intelligence des phénomènes de ce siècle, qui a produit de grandes connaissances, mais qui nous les a laissés démunis pour ce qui concerne la compréhension des phénomènes politiques. Et là, elle est encore, par rapport à nous, Européens, très en avance sur nous. Le paradoxe le plus troublant, et non pas le plus éclairant, du travail d'Hannah Arendt, c'est celui qui oppose son travail de théoricienne politique et celui qui oppose la philosophe qui observe la modernité. Et autant, apparemment, la théoricienne politique est très loin devant la réflexion courante, autant la philosophe qui éprouve la modernité est à côté. Non seulement elle est à côté, mais elle déclare ouvertement son hostilité au monde moderne. Je répondrai par boutade, c'est qu'elle a bien compris le moderne dans l'ancien, mais pas l'ancien dans le moderne. Oui, ça c'est la lacune du testament précédé d'aucun héritage. C'est-à-dire qu'Hannah Arendt a été évidemment bien formée à la philosophie, à la philosophie grecque, mais très mal au judaïsme. Et elle qui s'est tellement intéressée à la condition juive, elle connaît très peu de choses concernant le judaïsme. Il y a des trous dans la formation d'Arendt, enfin, qui fait mieux. Il y avait plus d'un trait de la grande comédienne chez Anna. La première fois que je l'ai entendue parler en public, il y a presque 30 ans, elle m'a rappelé ce qu'a dû être Sarah Bernhardt, ou la Berma de Proust, une magnifique diva de scène, ce qui veut dire une déesse. D'autres, qui parlent bien, sont des orateurs. Elle n'était pas du tout orateur. Elle donnait l'impression d'un mime, d'un acteur grec, le Thespien qui vit un drame de l'esprit, ce dialogue entre soi et soi-même qu'elle évoque si souvent dans ses livres. Mary McCarthy, janvier 1976. Sophocle, dans Oedipe à Colonne, pièce de son vieil âge, écrivait les vers célèbres et terribles. N'être pas né surpasse tout ce qu'on peut dire. Mais une fois né, le moindre mal est de s'en retourner là d'où l'on vient, et le plus vite possible. Dans la même pièce, il nous fait également connaître par la bouche de Thésée, le fondateur légendaire d'Athènes, et par là son porte-parole, ce qui permet à l'homme ordinaire, jeune ou vieux, de supporter le poids de la vie. C'est la cité, l'espace des exploits libres de l'homme et de ses paroles vivantes, qui donne sa splendeur à la vie.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 octobre 1985.